Bonjour, chère auditorice, je suis Macha Menu. Et je suis Louis Duruflé, et bienvenue dans le podcast Matrimoine. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Après 8 mois d'absence, nous refondons le podcast. Et à deux cette fois-ci. Nous vous avons présenté la semaine dernière ce qu'est le matrimoine. Pour démarrer en trombe cette nouvelle formule, nous sommes partis à la rencontre de Reine Pratt, célèbre dans les milieux militants pour avoir écrit les rapports de 2006 et 2009 sur les égalités professionnelles entre les femmes et les hommes pour le ministère de la Culture. Comme le dit le journal Le Monde alors, ces rapports font l'effet d'une bombe. Les hommes occupent 58 à 100% des postes de direction. Les coûts de production passent du simple au double si le spectacle est mis en scène par une femme ou par un homme. Reine Pratt n'a depuis cessé de montrer les inégalités, de se rendre active pour que la lutte se poursuive, tant et si bien qu'aujourd'hui elle semble incontournable. Sans plus tarder, laissons-lui la parole. Bonne écoute. Je m'appelle Reine Pratt, je suis agrégée de lettres et j'ai travaillé essentiellement dans le domaine des politiques culturelles, au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères puisque j'ai dirigé l'Institut français de Marrakech, à la mairie de Marseille où j'ai été conseillère artistique. Et puis, j'ai dirigé l'association Arcanal qui dépendait du CNC et qui était chargée de la diffusion, de la production d'audiovisuel sur les arts du spectacle avec ce qui était à l'époque la 7 qui est devenu Arte. Je suis la fille d'une femme qui, quand elle avait 10 ans, avait décidé qu'elle aurait une fille blonde avec des yeux bleus qu'elle appellerait Reine et qu'elle destinait à réaliser tout ce qui lui avait été interdit parce qu'elle était une fille. Elle avait 10 ans, elle n'allait pas à l'école parce que son père avait cru possible d'aller vivre dans un petit village de pêcheurs dans les calanques de Marseille, d'où il fallait aller à pied jusqu'à la ville, et donc c'était pas possible qu'elle aille à l'école, et il avait décidé que comme il n'avait que des filles, c'était pas très grave, et qu'elles allaient se marier et faire des enfants, et qu'elles n'avaient pas besoin de faire des études. Et cette petite fille, Gabrielle Robert, ça l'a mise très en colère. Et elle a été en colère longtemps, mais 20 ans plus tard, elle a fabriqué une petite fille. Elle a trouvé un homme très très gentil pour faire ça. Et voilà. Et donc je suis arrivée dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc moi j'ai eu conscience des choses qui allaient pas dans le monde quand j'avais pareil 12-13 ans. Et mon père très tôt m'a dit mais en fait toi tu es anarchiste. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais j'ai compris que c'était bien. Il pensait que c'était bien. Bon, voilà, donc c'est parti comme ça. Mais personnellement, j'ai toujours pensé que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Comment s'est passée l'écriture des fameux rapports pour le ministère de la Culture ? Dans le cadre de mes missions au ministère de la Culture, on m'a un jour demandé de réfléchir à pourquoi il n'y avait que des hommes à la direction des institutions du spectacle vivant et pourquoi m'a-t-on demandé, nos plateaux sont si blancs. On diffuse ce rapport à la presse. Et Le Monde fait une page entière en juillet 2006, en plein festival d'Avignon. Donc, on écrit après que ce rapport a fait l'effet d'une bombe. L'effet d'une bombe. C'est la 3e fois qu'on entend ça dans ce podcast, mais c'est un effet véritable. Qui aurait cru qu'au ministère de la Culture et dans les milieux artistiques, progressistes par essence, se trouveraient des inégalités si importantes ? Aucune femme n'avait dirigé un théâtre national jusqu'en 2006. Et quand, miracle, 3 femmes arrivent à des postes de direction, eh bien ce sont des hommes qui les remplacent 2 ans plus tard. Et une question fondamentale se dresse, qui ne voulait pas voir ces inégalités ? Les rapports dressent non seulement un constat noir, mais pointent aussi les résistances au changement qui se mettent en place. J'ai commencé à faire des statistiques sexuées. Compter les hommes et les femmes, c'est pas très compliqué, donc ça permet de sortir des chiffres.
Ça fait l'impasse, mais il faut toujours le dire, sur toutes les personnes qui ne se reconnaissent ni comme homme ni comme femme ou comme les deux. Et donc, la première contestation, c'est ça, de dire il faut arrêter avec la binarité et les numéros de sécurité sociale 1, 2. Mais c'est un outil utile. Donc, ces statistiques sexuées ont permis de voir que en 2005, les hommes dirigeaient entre 58 et 100% des institutions du spectacle vivant selon les réseaux. Donc, au moment où le ministère de la Culture affiche depuis 2012 que l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité nationale, puis en 2017 une grande cause nationale, en 2022, le ministère de la Culture accepte de nommer à la direction d'un centre dramatique national un metteur en scène qui a atteint l'âge de la retraite, plutôt qu'une metteuse en scène qui, en gros, a le même type d'approche, notamment des publics, ce qui intéresse la ville de Marseille. Robin Renouchi a remplacé Macha Makeyev à la tête de la Criée, le Théâtre national de Marseille. Il y avait 2 hommes et 4 femmes sur la shortlist, dont Carole Thibault. Voilà pourquoi ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand même, parce qu'on se rend bien compte que ça va pas, on se met à nommer un certain nombre de femmes, mais Carole Thibault, qui dirige le plus petit centre dramatique national, celui de Montluçon, m'a fait remarquer que non seulement, ce que j'avais déjà écrit dans mes rapports, les femmes, on les dénomme très rapidement, et aucune n'a été renommée à la tête d'un centre dramatique après sa première nomination. La sortie de ce premier rapport me donne énormément de travail à partir du moment où ma mission est confirmée. Alors, ce qui se passe, c'est que mes camarades de l'inspection théâtre, qui me disent non, on peut pas nommer des femmes, il y en a pas. Alors quand je leur sors la liste des 200 compagnies conventionnées dirigées par des femmes, les compagnies conventionnées, c'est le vivier dans lequel on sort les directeurs de centres dramatiques. Donc il me dit mais oui, t'as raison, mais on les connaît pas. Mais j'ai dit on les connaissait pas, faites connaissance. Donc à partir de là, j'organise au ministère de la Culture des réunions non mixtes. J'insiste parce que à l'heure actuelle, on interdit la tenue de réunions non mixtes. On a eu une histoire avec la ville de Paris, puis l'histoire de l'UNEF, où tout d'un coup, la présidente de l'UNEF s'est fait flinguer parce qu'elle organisait des réunions non mixtes. Christine Delphi nous rappelle, les réunions non mixtes, c'est utile, c'est indispensable. C'est un temps indispensable de la réflexion et de l'action pour aboutir ensuite à l'échange mixte. Mais des réunions non mixtes, que ce soit entre femmes, entre personnes racisées, on a besoin de se retrouver entre soi, comme d'ailleurs nos directeurs de théâtre, nos metteurs en scène et nos grands artistes passent leur vie à se réunir entre soi et à se coopter entre soi. Et ça, on leur dit jamais rien. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, il serait temps que un entre-soi provisoire, ponctuel, se fabrique entre les personnes discriminées pour sortir de ces discriminations. Ces rapports ont été un énorme bouleversement dans le secteur. Tu veux dire qu'ils ont eu l'effet d'une bombe ? C'est ça. Quand j'ai commencé ma carrière dans le spectacle vivant, ce sont des choses dont on s'aperçoit vite. Les hommes sont à la tête des structures. Et dès qu'on creuse, c'est le nom de Reine Pratt qui revient, dans la bouche des unes, dans les éditos des autres. Et nous avons donc demandé à Reine ce que ça fait d'être une figure de référence sur les questions d'égalité. Moi, j'aime pas trop l'idée de modèle, parce que je crois vraiment que chacune et chacun se construit. Effectivement, c'est important d'avoir des références. C'est important d'avoir des références pour se sentir légitime. Voilà. Là, ces derniers jours, j'ai rencontré 2 jeunes femmes qui se sont mises à écrire. Une est une élève d'école de théâtre qui se destine à être actrice, qui a envie d'écrire. Une autre est une artiste qui travaille dans le domaine des arts numériques, qui se décide à écrire sur un sujet particulier. L'une et l'autre me disent mais je suis pas sûre, est-ce que je peux le faire, Donc oui, on se rencontre et je leur dis mais écris, oui, c'est important. Voilà. Donc je sers pas de modèle, mais je légitime des désirs de produire de l'art, de l'intelligence, de la pensée. Et ça, tout le monde peut le faire.
Il suffit d'être à l'écoute de ses désirs, de ses capacités de création. Voilà, donc non, je me sens pas modèle, mais c'est une chance inouïe que ça soit tout d'un coup tellement diffusé, parce que oui, à partir du moment où je me mets à écrire, des personnes s'en emparent et s'en servent d'outils, et ça les aide, et c'est contaminant, c'est viral. Et à l'inverse, est-ce que vous avez été soutenu, voire renforcé dans votre légitimité à écrire ? Alors, d'une part, moi, j'ai pas eu besoin. Je me suis toujours sentie légitime à faire ce que j'avais à faire. C'est vrai que Reine nous avait parlé de son prénom. Reine, quand même. Elle nous a ensuite parlé d'une rencontre fondamentale dans sa vie. Alors, il se trouve que en 1990, je suis à ce moment-là à Arcanal, et je rencontre Nathalie Magnan, qu'on me suggère de rencontrer. Elle est théoricienne et activiste des médias. Elle arrive des États-Unis, où elle a fait des études à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle a été l'étudiante puis l'assistante de Donna Haraway dans le département des Cultural Studies, donc études féministes. Elle rentre en France, on lui conseille de surtout pas écrire le mot féministe dans son CV. Et donc on commence à parler de ces choses-là. Et là, je me rends compte que moi, je suis bien sûr féministe, sans le dire comme ça, mais parce que j'ai pas besoin de le dire comme ça. Et que, oui, j'agis comme ça. Et Nathalie m'avait dit un jour, mais tu es un sujet postmoderne. Et je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et donc, elle rentre aux États-Unis et elle est quasiment blacklistée partout. Donc, elle enseigne à Paris 8, les amphis sont pleins, les étudiants, on croise des personnes qui l'arrêtent. Madame, j'ai été votre étudiante à Paris 8, mais on sent. Et finalement, elle a un poste à l'école d'art de Dijon d'abord, puis de Bourges. Et parallèlement, elle réalise des films, notamment pour Canal+. Vous retrouverez l'ensemble des œuvres citées dans la description de cet épisode et sur le site du studio Flamboyance. Alors des films sur Internet, elle fait Internaute, sur l'histoire d'Internet et la transformation d'Internet, qui devait être un réseau justement horizontal et où la parole pouvait être partagée, et qui finalement se fait racheter et reverticaliser. Et elle fait Lesborama, pour la première nuit gay de Canal+. Premier film sur la culture lesbienne, qui est une référence absolue, et qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, donc à quoi il faut absolument se référer. Lesborama sera bientôt diffusé par Heure Exquise, le Centre international pour les arts vidéo situé à Mont-Saint-Barreul, près de Lille. Et donc, Nathalie Magnan me donne toutes les références que je n'avais pas, parce que j'en avais pas besoin, mais qui me servent comme cette mission m'est confiée. Voilà. Et cette mission qui m'est confiée, et première chose que je fais, c'est de tomber dans une déprime assez grande, parce que là, tout d'un coup, je me rends compte. Et donc, comment on change ? C'est évident qu'il faut proposer de nouveaux imaginaires, parce que ce que nous voyons sur nos scènes de théâtre, ce que nous voyons au cinéma, que nous voyons dans les expositions souvent, est produit majoritairement par des personnes qui sont dans de telles situations de privilège que je considère que leur imaginaire est racorni. On m'a dit récemment, à propos des enseignants en école d'art, oui, effectivement, les enseignants, on les recrute parce que ce sont de grands artistes, mais ils ne sont pas au courant des mutations contemporaines. Alors, quand j'entends ça, que les grands artistes qui enseignent dans les écoles d'art, mais qui, s'ils sont de grands artistes, sont programmés dans nos grandes institutions, ne sont pas au courant des mutations contemporaines, ça veut dire que les œuvres qu'ils nous proposent sont des œuvres du passé et qui continuent à se répandre et à occuper nos scènes et nos écrans et nos salles d'exposition par des œuvres du passé. Que par exemple, quand je leur demande pourquoi un rôle de père ne peut pas être attribué à un homme, à un acteur noir,
ils me répondent « Ah bah, ça ferait signe. » Et c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Donc, qui découvrent que dans la vie réelle, en France, il y a des pères de famille qui sont noirs. Il y a des amoureuses qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas filiformes et qui ne sont pas blondes. Et je parle au féminin pluriel, ça inclut quelques hommes, bien sûr. Simplement, c'est une façon de renverser les choses. Ce qu'on voit aujourd'hui sur nos scènes, on l'a dit, c'est un théâtre du passé, mais c'est un théâtre politique. C'est un théâtre qui milite, pour le coup, pour que rien ne change. C'est éminemment politique. Ce que dit Reine Pratt résonne particulièrement avec ce qu'écrivait en 2005 Claire Lannes, metteuse en scène, aujourd'hui directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Nous vivons dans un petit monde construit selon des lois artificielles et qui ne correspond en rien à la population à qui nous sommes censés nous adresser. Et d'ailleurs, nous ne nous adressons pas à elle. Peu à peu, le public aussi s'est calibré, le niveau social, la couleur de la peau, l'absence de handicap. Le fait de refuser de faire entrer la féminité, les couches populaires, les cultures autres que françaises, la maladie, la fragilité physique et psychique dans le monde de ceux qui font et décident du théâtre me paraît le condamner à l'ennui. Je le dis ici, les préconisations faites par, dans le cadre des politiques nationales reprises par les collectivités territoriales, si elles ne sont pas appliquées, s'ils ne veulent pas entendre, et si vraiment ils veulent garder leurs privilèges, il va falloir les leur arracher. Récemment sont sortis plusieurs livres. Elsa Dorlin écrit un livre qui s'intitule « Se défendre, une philosophie de la violence », où elle explique que la violence est légitime quand elle est exercée par les puissants, aujourd'hui les forces de l'ordre, mais qu'elle n'est pas légitime quand elle est utilisée par des gens qui ont besoin de résister, de se défendre, de gagner leur espace de vie et à l'égalité des autres. Donc, je ne sais pas si on est à la veille d'une grande révolution. Les grandes révolutions, les lendemains qui chantent, on en est un peu revenu. Comme je le disais, de toute façon, c'est une lutte permanente, parce que toute avancée est susceptible de régression. On le voit pour le droit à l'avortement, qui est constamment menacé. Donc moi, j'inviterais plutôt aujourd'hui à la guérilla, à chaque instant, tous les jours. Ne plus admettre, ne plus accepter des paroles et des gestes inappropriés. C'est le moyen. Des violences plus grandes ne s'exercent plus contre des personnes minorées, discriminées. Et que, enfin, elles aient toute leur place. On arrête de me faire parler et on change les choses. J'ai plus envie de parler, ça ne sert à rien. Donc, action. Guérilla Girls. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflet. Certaines musiques sont de Unicorn Heads. Pour cette émission, nous tenons à remercier particulièrement Reine Pratt, bien sûr. Mais également les Archives nationales du monde du travail et l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix qui nous ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet, ainsi qu'à la région Hauts-de-France et la DRDFE, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Ne ratez pas les autres actions matrimoine autour de chez vous.